Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix Off et c'est vraiment un sujet qui me parle énormément dont on va parler. On va parler de calories, on va parler de macros, mais on va pas le parler de la manière dont tu penses, on va venir déconstruire tout ça. Parce que en fait, c'est très simple de se perdre dans ce jeu, de combien de calories est-ce que je suis supposée manger, de combien de macros est-ce que je suis supposée mettre dans mon assiette et cetera. Et en fait, d'en faire une obsession, d'en faire quelque chose d'hyper malsain et d'hyper contrôlant et qui va en fait être complètement contre-productif à sa perte de poids ou son objectif de se sentir bien dans sa peau. Parce que évidemment que la perte de poids est très associée à être bien dans sa peau, alors que malheureusement être bien dans sa peau, ça devrait passer par bien d'autres choses. Sauf que, et c'est pas de ta faute et c'est pas de ma faute, la culture du fitness nous l'a vendu comme ça et moi j'ai été piégée là-dedans. Et moi ce que j'aimerais pouvoir te dire, c'est à quel point, j'ai pu sortir de ça et à quel point ça a été bénéfique pour moi et à quel point en fait j'ai pu reprendre vraiment, heu, possession de mon corps et j'ai pas envie de dire contrôle, mais possession de mon corps pour me sentir bien en fait. Pour être vraiment bien dans mon corps et pas juste pour maigrir. Parce que maigre, j'ai été maigre, mais ça m'a servi à rien. Et en tout cas, ça m'a pas servi à être bien ni dans ma tête, ni dans ma peau. Et je vais t'expliquer justement cette voix off qui m'a parlé, qui m'a dit: «En fait, là, c'est plus juste» et à quel point ça peut être utile à toi aussi. Donc, est-ce que tu es prête? On va parler de calories. C'est parti. Je vais te raconter un petit peu mon parcours. Donc, en fait, j'avais 26 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là parce que j'avais fini mes jobs d'étudiant qui me maintenaient très ferme et j'avais commencé à faire un peu de course et un peu de natation et je me rendais compte que ça suffisait pas pour gentiment être aussi fit que ce que je voulais et ce que je voulais, bien sûr, c'était évidemment de ressembler à l'époque, c'était Kayla Itinet, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ça, cette australienne, sauf erreur, qui, faisait ces programmes et qui avait des jambes minuscules. C'était des petites baguettes, un tronc tout droit, aucune taille d'ailleurs et très musclée, très, très, très fine et ça, c'était mon objectif de vie, c'était de lui ressembler. Je me rendais compte qu'en fait, je j'y ressemblais pas du tout, que j'avais des hanches plutôt larges, j'étais pas très fière de mes hanches, ni de ma petite taille d'ailleurs et ni de mes beaux quads et c'est vrai que je pourrais pas dire que j'étais flasque à 26 ans, on est rarement flasque, mais je veux dire, j'étais pas très conditionnée. Et donc, j'ai commencé à faire ce programme et à m'intéresser à ma nutrition et bien sûr, étant connectée au réseau, à m'intéresser, voilà, à toutes ces fit girls. Je mise donc sur un programme de je crois que c'était 4 fois par semaine, 30 minutes où je faisais du sport, plus de la marche et à un régime healthy, s où effectivement, je faisais attention à ce que je mangeais tout simplement. Et force est d'admettre, en plus à 26 ans, il y avait pas besoin de faire grand-chose, surtout si je faisais déjà pas grand-chose. Il y avait pas besoin de faire grand-chose en termes de renforcement pour tout d'un coup avoir quelques résultats en termes de tonicité et en termes de nutrition. Forcément, si tu manges moins transformé, si tu commences à manger des choses beaucoup plus complètes, ça va t'aider. Sauf que le jeu ne s'est pas arrêté là et c'est ça le danger. Je parle pas que de faire du renforcement et manger de manière saine, finalement, c'est mauvais, bien au contraire. Mais en fait, c'est le jeu de l'addiction à être toujours plus et toujours plus parfaite et rentrer dans ce jeu de calories. Je m'explique. Une fois que j'ai eu 28 ans, je me suis en fait séparée du gars avec qui j'étais depuis je sais plus combien d'années, 4, 5 ans. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu pas mal de poids suite à cette séparation et j'ai commencé à faire énormément de renforcement. Et là, j'ai eu une sorte d'obsession sur mon corps, à être hyper mince, voire maigre, et à contrôler ce que je mangeais. C'était plus juste je mange de manière saine, avec des aliments entiers et non plus transformés. Non, 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 non. C'était vraiment du calcul de calories. Pour te dire, j'ai passé 4 ans de ma vie à calculer chacune de mes calories. Chacune de mes calories tous les jours pendant 4 ans. Alors évidemment, l'avantage de ça, parce qu'il y en a quand même un, dans toute expérience, il y a un avantage, c'est que j'ai appris à connaître la valeur des aliments, combien de calories est-ce qu'il valait, combien de sucre est-ce qu'il y avait, etc., etc. Mais en fait, je faisais un calcul journalier de combien est-ce que j'avais mangé et je me culpabilisais à chaque fois que je le faisais. Et bien sûr, j'étais dans cet infernal cercle vicieux de frustration-récompense. Donc si j'avais vraiment frustré mon corps
À l'extrême, toute la semaine, eh bien, j'avais le droit à une fois par semaine à un cheat meal. On le connaît, ce cheat meal, hein. Je suis sûre qu'il ne t'est pas inconnu, ce cheat meal. Alors, bien sûr que ça a été bénéfique en termes de connaissances. J'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et pour ça, j'en suis reconnaissante parce qu'aujourd'hui, ça m'est encore utile. Je ne vais pas mentir. Par contre, ça m'a valu aussi beaucoup de dégâts sur mon corps. Comment est-ce que je sais que ça a été un dégât sur mon corps alors que j'étais fit et fine? Eh bien, en fait, j'avais complètement cassé mon cycle hormonal. Ça voulait dire qu'en fait, j'avais plus de règles, quasiment plus de règles. J'étais aussi dans un truc de presque pas dormir, dans une sorte d'euphorie constante où je dormais à peine 3 4 heures par nuit. Et ça, si jamais en termes de repos, c'est pas excellent, surtout que j'étais dans une sorte d'état second. Je pense pendant 2 ans, j'ai été dans une sorte d'état second. Oui, effectivement. Je faisais des terreurs du sommeil. Donc, ça veut dire qu'en fait, je dormais tellement pas assez que je faisais des terreurs où je me figeais, où je pensais être coincée dans mon sommeil. Et je buvais aussi accessoirement énormément de mes 28 à 30 et quelques années. J'ai beaucoup, beaucoup bu. En fait, j'ai fait une sorte d'adolescence par la suite. Mais en fait, ce contrôle du corps aussi, pourquoi est-ce qu'il était malsain? Bah, simplement parce qu'il était là pour plaire. Il était là pour plaire à moi, bien sûr, mais aux autres, parce que tout d'un coup, je me retrouvais célibataire, alors que depuis mes 17 ans, quasiment, j'avais été en couple parce que j'avais aligné de longues relations. Et là, j'étais là, il faut que je sois mince, il faut que je sois svelte pour plaire aux hommes, et j'avais besoin de validation de l'homme, quitte à en faire une obsession. Et je te dis pas une obsession chaque jour, mais chaque heure, chaque minute. C'est ça qui occupait la plupart de mon esprit. C'était est-ce que j'ai mangé trop, pas assez de calories? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis assez mince? Etc., etc., etc. Alors oui, j'ai perdu du poids, mais j'ai surtout perdu la tête. J'ai perdu la tête. Et en fait, dans ce jeu de la calorie, alors oui, c'est intéressant de savoir combien est-ce qu'on a à peu près besoin à manger, etc., de connaître ces faits scientifiques. Et c'est pas que je dis qu'il y a que du mauvais. Je déteste en fait tout ce qui est bon ou mauvais. Voilà, c'est mal les calories, c'est mal les macros. Chaque chose qui est dans l'extrême me dérange. Donc de dire que calculer uniquement ses calories et ses macros, pour moi, c'est un problème parce que c'est une extrême et c'est de considérer uniquement l'aliment dans ce qu'il est et pas dans ce qu'il nous fait. Pour moi, ne pas avoir conscience de ce qu'est un aliment, c'est non plus pas fifou, parce qu'en en fait, bah, ça fait partie de notre vie et de ce qu'on va gérer. Et puis, c'est un petit peu comme tout dans la vie, de s'intéresser à ce qu'on mange, à ce qu'on fait et ce que ça produit sur nous. Bah, c'est intéressant parce que bah, ça permet de faire des choix avisés. Donc oui, je dis pas que les calories, c'est absolument l'ennemi. Je dis juste que considérer seulement les calories, c'est absolument contre-productif. Complètement contre-productif, j'en suis la preuve vivante. Alors oui j'étais maigre, mais j'étais obsédée par ma maigreur et j'étais pas bien dans mon corps et j'étais pas bien dans ma tête. Et ça, c'est très révélateur de à quel point c'est pourri. C'était un trouble alimentaire. Ce que j'aime pas aussi dans cette histoire de calories, c'est qu'en fait, on considère pas le cerveau, on considère pas le lien à la nourriture, le lien social, le lien culturel, le lien familial que l'on a à la nourriture. C'est comme si je considérais que je suis une machine. Tu me donnes du gasoil, et voilà, je suis censée fonctionner. Mais en fait, ça fonctionne pas exactement comme ça. Si tu donnes du 95 sans plomb à une voiture qui a besoin du diesel, en fait, ça fonctionnera pas. C'est la même chose pour la nourriture. C'est exactement la même chose. C'est un gros raccourci, mais en réalité, c'est vrai. Et il y a la calorie, et puis il y a aussi quel effet est-ce que quelle calorie a sur nous. Je veux dire, moi, je métabolise très différemment, par exemple, le riz qu'une très bonne amie à moi qui métabolise hyper bien le riz. Elle peut en manger, ne pas sentir la pompe s'agiter, se sentir très bien, ne pas avoir le ventre gonflé, etc. Moi, je mange du riz. Tu es sûr que si je mange des sushis, par exemple, j'ai des palpitations, je me sens pas très bien, j'ai de la peine à dormir, et puis après, le lendemain, j'ai le ventre gonflé. Pourquoi? Mais parce que juste, je métabolise différemment le riz et ce type de glucides que mon ami. Voilà, simplement ça. Donc pour moi, déjà, encore une fois, prendre les calories, c'est comme dire, bah, ça, c'est une solution pour tout, c'est supposé fonctionner. Non. Idem pour les macros. Plusieurs études dans le podcast dont je vous parle tout le temps, Zoe Science and Nutrition, qui est un des podcasts et surtout un podcast qui est relié à des études scientifiques liées à la nutrition, qui est une des plus complètes, dit encore une fois que dans la nutrition occidentale aujourd'hui, de manière générale, on mange assez de protéines. Donc toute cette culture de la protéine, elle a été faite surtout pour, encore une fois, la culture du fitness, pour des hommes qui ont envie de construire du muscle et donc qui doivent venir régénérer ce muscle quand il a fait beaucoup d'efforts. Alors, je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais si on ne va pas faire ces efforts-là, on n'en a pas autant besoin que ça. Et ce n'est pas obligé d'être un calcul mental savant. De manière générale, déjà dans notre culture, on a tendance à manger assez de protéines.
Après, bien sûr, je fais une aparté avec les femmes préménopausées, ménopausées, qui, elles, ont besoin d'un apport supplémentaire en protéines et d'une activité de renforcement musculaire particulière pour pouvoir soutenir la construction du muscle qui est défavorisée par le déclin de l'œstrogène. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est sûrement aussi très, très mal dit. Bon, donc, pour toutes les personnes qui sont beaucoup plus avisées et qui ont un langage beaucoup plus soutenu vis-à-vis de comment ça se passe, je vous permets de me critiquer sur la manière dont j'ai livré ça. Toutefois, de manière générale, on mange assez de protéines. Mais encore une fois, on a généralisé le fait qu'il faut beaucoup, beaucoup de protéines pour pouvoir être très, très bien. Je ne suis pas si sûre que ça. Je ne dis pas que tu ne dois pas calculer tes protéines, mais encore une fois, je ne pense pas que ça doit être une obsession et c'est le côté obsessionnel que je viens remettre en question. Et comme je disais, on a un cerveau, on a un lien avec cette nourriture. Je veux dire, déjà, on a un lien primitif avec la nourriture. C'est normal que on soit attiré par des aliments gras et sucrés parce que ça participe à notre survie. C'est comme ça, notre cerveau primitif dit il faut manger gras et sucré parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura de nouveau à manger. Donc si tu as envie de gras et de sucré, c'est pas complètement anormal. En plus, si tu es une femme et qu'en plus tu as envie de gras et sucré, c'est pas complètement anormal à certains moments de ton cycle parce que ton corps va en demander davantage parce que la fluctuation hormonale de ton corps va agir sur d'autres hormones telles l'insuline et qui va donc t'amener à vouloir plus de sucre, par exemple. Et encore une fois, je ne suis pas une scientifique, donc je livre ça probablement très mal, mais dans le concept, c'est un petit peu ça l'idée. On comptait aussi, ben voilà, le côté psychologique est lié à la symbolique de l'aliment. Typiquement, un croissant, c'est mal. Voilà, si je veux perdre du poids, je ne dois pas manger un croissant. Et en fait, on a classé les aliments dans des choses comme c'est bien et c'est mal. Ça a tout pourri parce que quand tu dis à ton cerveau ne pas penser à un éléphant rose, à quoi est-ce que tu penses? À un éléphant rose. Donc quand on te dit tu ne dois pas manger un croissant, qu'est-ce que tu as envie? Ben, d'un croissant. Ben, c'est absolument normal. Puis en fait, pour moi, cette psychologie du bien et du mal nous a complètement renfermés dans un truc qui forcément nous pourrit la vie et nous permet pas en fait de faire des choix avisés parce que c'est l'agitation psychologique, c'est ces contradictions qui vient nous taper dans le système et dire mais en fait moi je veux ce croissant, j'ai le droit, d'accord? C'est pas parce que tu me l'interdis que j'ai pas le droit. C'est normal. Il suffit que tu serais un peu fatigué, donc là, tu serais encore plus vite agitable, que tu sois en SPM, syndrome prémenstruel, alors là, c'est la fin. Forcément, tu as envie de ce croissant. Et en fait, pour moi, d'adresser la question de la nutrition sur un plan purement calorique et purement macro n'autorise pas à explorer cette autre piste qui, en fait, moi, en tout cas, était beaucoup plus révélatrice et beaucoup plus productive et m'a permis d'avoir un poids beaucoup plus sain, beaucoup plus stable et une confiance en moi décuplée que en envisageant seulement les calories et les macros, encore une fois. On nous a aussi énormément coupé de notre intuition avec ça. Donc, on suit une règle bêtement et on a oublié d'être en connexion avec notre corps. Et ça, c'est encore une fois la faute à personne. C'est comme ça qu'on a été élevé. C'est qu'est-ce que la science dit et qu'est-ce que disent les gens qui savent mieux que moi. Et puis, je vais suivre ça au-delà de en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi et la connexion à notre corps. On a vraiment séparé nos sensations à notre raison. Donc voilà, c'est la raison qui fait foi et puis nos sensations, c'est nul, à mon sens. À mon sens. Bien sûr, il y a des cas où c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi, et puis je pense de se faire guider dans justement qu'est-ce qu'une sensation de faim, contrairement à qu'est-ce qu'une sensation d'ennui, ça se travaille, ça s'expérimente, ça se joue en fait. Et moi, je propose des programmes pour expérimenter ça et pour jouer avec ça, parce que je me rends bien compte que c'est difficile et qu'il n'y a pas que ça, encore une fois, il y a tout l'aspect culturel, les croyances limitantes, etc. Typiquement, qui est-ce qui a commencé avec la croyance comme quoi le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée? Ben, c'est Kellogg's. Et Kellogg's, il fait quoi? Il fait du sucre le matin, qui est, aujourd'hui, on le découvre, une des choses les plus contre-productives à faire en termes de nutrition. Donc, en fait, c'est difficile de faire le tri là-dedans, je m'en rends bien compte. Et en plus, on nous a coupé de nos sensations et on sait plus ce que c'est vraiment la sensation de faim. Et aujourd'hui, maintenant que moi je sais quand j'ai réellement faim, ben, c'est beaucoup plus facile de naviguer. Mais pour ça, j'ai dû m'exercer, j'ai dû aussi comprendre qu'est-ce que c'est le moment où en fait je crois avoir faim parce que je me sens en danger par mon cerveau primitif ou aussi par mes traumas. Pendant longtemps, mon père, c'est lui qui décidait quand est-ce qu'on allait manger et quand est-ce que j'avais faim. Et potentiellement, j'avais faim 2 heures avant. Et donc, je maintenais une frustration qui, aujourd'hui, dès que je vois à manger, j'ai qu'une envie, c'est de tout manger, de peur de ne pas pouvoir manger quand moi, j'aurais vraiment faim. J'ai dû
emprunté des techniques très réfléchies qui étaient, en fait, vu que j'ai peur d'avoir faim régulièrement, avec moi, j'ai un discours et j'ai un mantra qui me permet de me dire: «En fait, Fanny, tu es en sécurité, tu as une voiture, tu es en Occident, les magasins sont ouverts très tard, ou tu peux avoir une réserve dans ton placard qui te permet de remanger à quel moment tu en as envie. Ou alors, quand je suis au resto, je peux recommander autant de fois que je veux. Je peux commencer par quelque chose qui semble satisfaire ma faim et ensuite décider de commander quelque chose d'autre si j'en ai envie. Personne ne va me l'interdire. Mon père n'est plus là pour me le dire. Mais en fait, ça a été un travail. C'était un vrai travail de le faire. Comme j'ai régulièrement à manger sur moi parce que justement, ça me sécurise d'avoir à manger sur moi et ça me permet de faire des meilleurs choix au moment où je dois décider ce que je vais manger, par exemple. Donc ça, l'intuition, ça a aussi été quelque chose qui m'a énormément aidée. Puis l'autre chose aussi, c'était de se rendre compte à quel point revenir à des choses essentielles de la nutrition qui sont pas tant scientifiques comme ça, barbares que ça, calculées que ça. Typiquement, avoir des protéines et des fibres dans son assiette, ça contribue à énormément de facteurs de santé dans son corps. Et encore une fois, je t'invite à te renseigner sur ce sujet auprès de scientifiques et de personnes qui sont avisées à ce sujet-là et qui font des études très récentes à ce sujet-là et aussi sur les femmes parce que ça c'est rare. Vis-à-vis de Zoe Science and Nutrition, eux vraiment ils font l'effort de faire ça et il est plus question de aujourd'hui en Occident on manque de plantes, on manque de fibres plus que vraiment de protéines. Alors oui c'est bien de subvenir en assez de protéines mais pensons fibres plutôt que macros, plutôt que calories. Et pensons à avoir un microbiote qui est sain et qui va permettre de combattre et d'avoir une bonne immunité, qui va permettre d'avoir une meilleure longévité, une meilleure santé, plutôt qu'absolument se concentrer et se torturer la tête avec à quel point est-ce que je vais être mince et pourquoi est-ce que je dois être absolument mince pour être validée. Ça, c'est la vraie question, plutôt que combien de calories est-ce que je dois manger pour être mince. C'est ça la vraie question. Parce que dès le moment où tu tournes cette question, en fait, de facto, c'est pas que j'ai perdu du poids, mais c'est que j'ai trouvé un poids qui me convient et où je me sens à l'aise et où je ne suis pas en train de reprendre 5-10 kilos à tout bout de champ parce que je me suis tellement frustrée. Aujourd'hui, si je prends du poids, je me demande pas qu'est-ce que je mange de mal, vraiment. Hein. Aujourd'hui, c'est plus du tout la question que je me pose. Aujourd'hui, si je prends du poids, je me dis mais qu'est-ce qui, dans mon environnement, ne me satisfait pas et pourquoi est-ce que j'ai besoin de me ruer sur la nourriture pour me sentir bien? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait de manger plus que de raison et d'avoir une faim énorme, je sais que c'est plutôt pour combler un vide. Et je suis pas en train de me dire combien de calories est-ce que je dois manger et à quel point est-ce que je dois me réfréner. Ma logique, c'est plus du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça même. Ma question, c'est qu'est-ce que je suis en train de combler qui ne me satisfait pas dans ma vie actuellement? Et c'est ça qui me permet de retrouver mon poids à chaque fois. C'est pas de compter des calories. Et en termes de liberté psychologique, je peux te dire que c'est sacrément un cadeau. Aujourd'hui, je ne calcule plus mes calories, je ne calcule pas mes macros. Je mange vraiment intuitivement. Je mange au moment où mon corps me le dit. Les gens me disent: «Mais combien de repas est-ce que tu fais? À quelle heure est-ce que tu commences à manger?» J'en sais rien. J'en sais rien. C'est un jour, j'ai faim à 8 heures et un jour, j'ai faim à 10 heures. J'attends pas de mourir de faim, c'est pas respecter le signal de mon corps qui me l'a déjà bien envoyé avant pour me dire: «Au fait, là, on commence à avoir faim». OK, je commence à écouter ça, je me dis: «Bah, viens, on va manger». Effectivement, tu commences à avoir faim et je respecte simplement les messages de mon corps. Je me demande aussi si des fois j'ai faim ou si simplement je m'ennuie. Des fois, je m'ennuie. Je sais que je mange par ennui ou pour combler un vide. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que là, je suis vraiment en train de manger parce que j'ai faim? C'est une vraie sensation de faim, ça? Ou alors est-ce que je m'ennuie et j'ai besoin peut-être de stimulation gustative? C'est vrai que ça m'arrive très régulièrement. Alors dans ces cas-là, je bois un thé, je bois un café. Et des fois, c'est juste cette stimulation qui me convient. Et je suis plus obligée autant de remplir mon corps avec autant de nourriture et de me sentir pleine parce que je me sens pas aussi vide. Mais tu vois, c'est pas un travail de calories. C'est pas un travail de macro. C'est un travail purement psychologique. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit, et il faudra que je retrouve la référence, où il y a une étude qui a été faite pour se rendre compte à quel point les personnes obèses qui étaient dans des camps pour obèses qui souhaitaient perdre du poids, le fait de leur donner un régime, de leur donner du sport à faire, etc., contribuait, oui, à perdre du poids, mais pas sur le long terme. La chose qui leur permettait de perdre du poids sur le long terme, c'était de renforcer leur confiance en eux. C'est quand même dingue, non? Et qu'en fait, ils s'étaient rendus compte que beaucoup de personnes qui avaient pris énormément de poids le prenaient pas parce qu'elles n'arrivaient pas à s'arrêter de manger, mais parce qu'en fait, elles se créaient une enveloppe. Et moi, ça, ce jour où j'ai lu cette phrase-là, ça m'a fait tilt. Et c'est ce jour-là où j'ai arrêté de compter mes calories. C'est ce jour-là. Et j'espère que ça te fera tilt aussi. Et franchement, c'est une liberté psychologique dont on n'a même pas idée. C'est là où je parle de voix off.
Et c'est là où je parle de notre petite voix. Plutôt que d'écouter la voix des autres, plutôt que d'écouter ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a appris. Et c'est pas que tout est mauvais dans tout ce qu'on nous a dit ou appris. Encore une fois, je suis pas dans le noir ou blanc. Trouvons notre gris. Il y a des choses qui sont intéressantes à connaître, évidemment. Mais le jour où on est plus en connexion avec soi, le jour où on se comprend mieux, le jour où on écoute, on apprend à s'écouter, parce que ça s'apprend à s'écouter, eh bien c'est là où on est mieux. C'est pas quand on suit une méthode magique qui va nous faire perdre tant de kilos et puis que quelques mois plus tard, bim, on va se la reprendre dans la tronche. Non, c'est pas ça. Parce qu'on ne s'est pas écouté. On a juste écouté quelqu'un qui nous a dit que c'était bien et qu'il fallait faire ça et qu'on doit faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'on n'écouterait pas ce qu'on a envie et ce dont on a besoin? Cette voix off là. Voilà, j'ai hâte d'avoir de tes retours. À plus pour un prochain épisode. Ciao.